On va parler d'accompagnement. Il y a deux très beaux dispositifs qui existent, et essentiellement deux, pour accompagner les jeunes ou moins jeunes dyspraxiques dans leur insertion professionnelle et dans leur maintien dans l'emploi. Ce sont les prestations d'appui spécifiques troubles cognitifs et l'emploi accompagné. Voilà. Très rapidement, je vais vous passer un petit diaporama pour savoir ce que c'est très rapidement les prestations d'appui spécifiques que développe l'AGFIP, que finance l'AGFIP, dont Didier Sartier est le directeur général et qui nous a fait le plaisir d'assister à notre colloque d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que c'est? Voilà, et qui fait quoi, le rôle du prestataire? Donc, si vous voulez, l'AGFIP a sélectionné des intervenants spécialisés dans chaque région pour mettre en œuvre des prestations d'appui spécifiques. Voilà. Donc vous pouvez lire aussi bien que moi, hein, ces experts peuvent proposer à la personne au référent de parcours. Référent de parcours, c'est Cap Emploi, Pôle emploi, mission locale. Donc ce qui est indiqué ici, en termes de mission. Alors, c'est aussi bien pour l'accompagnement vers l'emploi que l'accès à l'emploi et le maintien dans l'emploi. Donc les prescripteurs, vous les avez là, les principaux c'est Cap Emploi, mission locale, Pôle emploi. Et les bénéficiaires, ce sont les personnes handicapées au sens de la loi de février 2005, bon, voyez, ou qui s'engagent dans la démarche, effectivement, qui ont par exemple déposé un dossier à la MDPH. Les prestations d'appui spécifiques ont la spécificité, c'est qu'elles sont découpées par type de handicap. Vous en avez 6 que vous voyez décrites ici, et nous, on s'occupe de prestations d'appui spécifiques troubles cognitifs, dans lesquels vous avez les troubles 10, les TSA, les troubles liés à une lésion cérébrale. Ce sont des prestations délivrées sur l'ensemble du territoire national. Donc en fait, si vous voulez, l'AGFIP a sélectionné un prestataire pour chacune de ces passes dans chaque région, de manière à apporter, comme c'est indiqué ici, des éléments d'expertise sur la dimension du handicap, afin d'éclairer, c'est le prescripteur référent de parcours. En fait, c'est le prescripteur référent de parcours que ça éclaire, c'est-à-dire conseiller Cap Emploi, Pôle emploi, mission locale. Mais par contre-coup, si vous voulez, dans la mesure où le conseiller Cap Emploi ou Pôle emploi, mission locale est éclairé par un spécialiste qui a été retenu sur appel d'offres sur la dimension du handicap, ça va permettre aux bénéficiaires également d'avoir un conseiller qui est mieux informé et puis de pouvoir également s'adresser au prestataire, puisqu'il est en relation avec le prestataire, s'il a besoin d'informations, de renseignements ou de soutien. Voilà. Donc, c'est en cela que c'est important également pour le bénéficiaire final. Voilà. Donc là, si vous voulez, il y a 5 types de prestations. Je vais surtout m'appesantir très rapidement. Enfin, je ne peux pas m'appesantir, je vais passer rapidement. Pré-diagnostic, c'est pour savoir à quel type de trouble on a affaire, parce qu'au départ, on ne sait pas forcément, parmi les 6 qu'il y a. Donc, un bilan complémentaire, un appui expert, et sur la définition du projet professionnel, sur sa réalisation ou sur le maintien dans l'emploi. Et là, j'ai choisi, parce que je souhaitais qu'il y ait un employeur, j'ai choisi une prestation d'appui spécifique troubles cognitifs, maintien dans l'emploi. C'est un choix, voilà, parce que là, il y a un employeur. On est dans le cadre du maintien dans l'emploi pour cette prestation d'appui spécifique. Donc, je vais rejoindre les personnes qui composent la première table ronde, si vous voulez, on peut l'appeler comme ça. Alors, ça fonctionne. Donc, je présente d'abord Didier Essartier, le directeur général de la GFIP, qui restera avec moi pendant toute l'intervention. Et puis les 3 intervenants de la première partie, donc de la prestation d'appui spécifique troubles cognitifs, donc par politesse, Nathalie Allette, la maman de Thomas Allette, qui est le jeune salarié dyspraxique de l'entreprise de Philippe Bust, donc entreprise Lauragris Service, qui est dans le Lauragais, à l'est de Toulouse. Donc ce sont des Toulousains, et qui est donc l'employeur de Thomas Allette. Voilà. Donc on a convenu qu'on commence par l'évocation un peu de l'histoire de Thomas. Alors, comme je l'ai dit dans la préparation, sans remonter jusqu'à la maternelle. Parce que les enfants, on en a parlé ce matin déjà. Et moi, je sais quand j'ai des personnes qui m'appellent
en première intention, ça dure 1 heure à 1 heure et demie au téléphone. Et puis souvent, ils ont tendance à me raconter toutes les difficultés qu'a eu le ou la jeune à partir de la maternelle, enfin tout le parcours du combattant, comme on dit. Donc, on va peut-être éviter de trop, parce qu'on a 1 demi-heure par trio, donc on va essayer de ne pas trop remonter en arrière. Donc, je vous laisse le micro, Madame Alette ou Thomas. Comment vous voulez procéder? Allez-y. Donc bonjour à tous et à celles qui sont dans la salle. Donc je me présente, je m'appelle Thomas Alette. J'ai été diagnostiqué dyspraxique à l'âge de 5 ans. Donc dans ma vie, j'ai eu une année, parce que j'ai fait partie justement des jeunes qui ont pu avoir les aides de vie scolaire. Donc de la loi 2005, c'est ça? Et donc après ça, après avoir été suivi, je suis parti dans une structure agricole où j'ai été suivi aussi par une aide de vie scolaire. J'ai fait ma 3e, ma 4e, donc j'avais mon accompagnatrice. Et après avoir fait ma 3e, 4e, je suis parti dans une formation professionnelle, donc un CAPA. C'est certificat, un CAP professionnel, donc service à la personne et vente en milieu rural. Et j'étais dans une MFR, donc maison familiale et rurale. Voilà, maison familiale et rurale. Donc après avoir fait mes 2 ans à cet établissement, je suis parti sur une autre formation parce que ça ne me convenait pas. Je suis parti en bûcheronnage pendant 1 an. Là, j'ai connu ma première déception, on peut dire ça comme ça. Je faisais ma première année et un jour, mon directeur m'a pris à part et a dit qu'il ne pouvait point me garder car j'avais trop de difficultés et qu'il ne pouvait pas me laisser continuer. Donc, du coup, première déception, ça m'a fait mal, ça m'a vexé parce que j'avais l'impression de faire les choses correctes et ça n'était pas correct. Il n'avait pas été sensibilisé lui non plus par rapport aux troubles 10. Donc il m'a eu dans sa classe et c'était compliqué pour lui. Donc après avoir eu cette formation, je suis parti donc, dans un autre CAP. Donc là où j'ai travaillé en jardinier paysagiste. Là, je n'étais plus suivi par une AVS. Donc j'ai fait mes 2 années. J'ai eu mon diplôme avec mention. Et donc, après avoir fait mes 2 ans, je cherchais du travail. Donc, à l'entreprise Lauragri, j'avais déjà été postulé pour un stage chez eux. J'étais trop jeune, donc ils n'ont pas pu me prendre. Mais ils m'avaient dit que quand j'aurais fini mes études, ils me reprendraient si c'était possible. Donc, j'ai pris le courage à 2 mains. Tout le monde ne le fait pas, mais j'ai pris ma mobilette et je suis allé à Lauragri poser un CV et une lettre de motivation. Et donc je suis rentré dans la structure, ça va bientôt faire 2 ans que j'y suis. Août 2020. Et donc il y a eu quelques moments difficiles, mais je n'ai pas hésité à dire que j'avais ces difficultés-là. J'ai eu beaucoup de mal à l'accepter moi personnellement, mais quand j'ai enfin accepté mes difficultés, eh ben, le fait de lui avoir expliqué que j'avais ces difficultés, il y a des choses qui ont été mises en place, il y a des formations qui ont été faites. On va en parler. Donc, vous êtes venu en mobilette parce que permis de conduire, on va en reparler. Et donc, c'est vrai que Thomas a un côté très proactif et il n'hésite pas à parler de sa dyspraxie. À contrario de ce que j'ai dit tout à l'heure. Alors, encore une fois, c'est une situation. Vous ne pouvez pas faire des copier-coller de différentes situations. Vous avez autant de personnes que de situations. Nous, on le voit en CDAPH. Toutes les situations sont différentes. On ne peut pas dire une dyspraxie, c'est ceci. Bon, voilà. Donc, lui, acceptez d'en parler. Beaucoup n'acceptent pas d'en parler. Voilà. Donc, vous êtes arrivé chez Philippe Bust. Et puis, donc, on peut peut-être lui passer vous avez le micro, Monsieur Bust. Donc, il est arrivé au mois d'août sur 2020 sur sa mobilette. Et vous pouvez nous raconter la suite. Moi, j'interviendrai aussi sur la partie où je suis intervenu, moi, pour la passe TCO. La suite est simple, je suis là. Oui. Après 1 an et demi. Je pense qu'on peut l'applaudir.
Enfin, j'ai rien préparé, j'arrive ici, une belle salle. Non, Thomas, il est venu, comme il dit, avec sa mobilette, mais c'est surtout son courage qui l'a porté. La mobilette, c'est un moyen de transport, juste. Sur son CV de mémoire, il était marqué qu'il avait un petit souci, je pense même que c'était marqué. Oui, voilà. Donc, comme certainement 99% des employeurs à Toulouse ont dit Kesako, il nous l'a expliqué. J'ai dit, bon, pour moi, il n'y a pas de souci. C'est surtout d'avoir envie qui fait la force des personnes. Comme vous disiez, M. Demange, le souci que la mobilette m'a amené devant chez moi ne se voit pas, ne peut pas se voir. Et on le découvre tout au long de notre relation professionnelle, en fait. Et ça s'est compliqué, je vais résumer un peu, mais ça s'est compliqué au bout d'un an pour moi, pas forcément, mais pour mes équipes terrain. On est une petite structure, on est 8 salariés. Et tous les jours, j'entendais ses collègues avec qui il travaille tous les jours, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Alors que tout le monde savait son problème. Mais comme on ne connaissait pas le fond, comment gérer ce souci-là, parce qu'il a certainement un souci et donc des efforts à faire, mais c'est dans les deux sens. Les entreprises ont des efforts à produire aussi. C'est pas que dans un sens. Donc on est... J'en ai parlé à M. Demange, on s'est rencontré avec Mme Alette il y a un mois, à peu près. Juste avant Noël, je n'ai pas été tendre avec Thomas pour voir s'il y avait un petit peu un électrochoc. Je lui ai dit que je n'ai pas été tendre, il le sait. Hein. Mais pour autant, ça ne change rien. On va continuer, on va bosser. Enfin, j'ai dit je suis dedans. Hein. Je suis à quelques jours, mois, année de la retraite, je ne sais plus, on ne sait pas, on verra. Je vais essayer de l'amener jusqu'au jour où je prendrai ma retraite, puisque derrière, c'est 2 salariés de l'entreprise qui reprennent mon entreprise, 2 jeunes. Et je dois l'accompagner jusque-là, au moins, pour que la suite se fasse sans problème. Et le premier rôle de l'entreprise, je le rappelle à tout le monde, privé du moins, c'est gagner de l'argent, c'est son premier rôle. Sinon, on n'existerait pas. Son deuxième, c'est avoir un rôle social. Enfin, du moins, c'est mon avis. Hein. Et je vais jusqu'au bout continuer comme ça, ayant été confronté dans ma propre famille à des personnes qui ont des problèmes autres que ceux de Thomas. Voilà, donc je suis sensibilisé depuis 25 ans à ça. Donc voilà, on a un chouette jeune qui veut travailler, on est en milieu rural, le recrutement est difficile, donc il y a des gens qui veulent bosser, ben on va les y amener, on va y aller ensemble et il va progresser avec nous dès lors que le travail lui plaît. La première chose, il faut que le travail lui plaise. Voilà, si le travail ne lui plaît pas, ça ne roule pas. Alors, vous êtes allé très vite, Monsieur Bust. Du coup, peut-être que l'auditoire a un peu de mal à faire le lien avec la prestation d'appui spécifique troubles cognitifs, parce que ce qui s'est passé, en fait, c'est que quand Thomas a été embauché, comme effectivement le handicap n'était pas connu, il y a eu une demande auprès de Cap Emploi. Donc, Thomas a été suivi par Cap Emploi. Cap Emploi a mandaté la structure qui a gagné le marché de l'AGFIP, des prestations d'appui spécifique troubles cognitifs en Occitanie, pour éclairer le conseiller et par contre-coup Thomas et l'entreprise. Donc il y a donc la société, enfin le prestataire, c'est la SEI dont Thibault Noël qui a déjà parlé ce matin, qui a été mandatée. Donc une des personnes, des salariés de l'ASEI a fait une première partie de prestation d'appui spécifique troubles cognitifs. Donc c'était à la fin de l'été 2020. Donc, est intervenue auprès de votre épouse, auprès de Thomas. Et puis, elle m'a appelé et elle m'a demandé, tiens, est-ce que tu peux faire la suite? Parce que je mets en œuvre aussi des prestations d'appui spécifique troubles cognitifs. Au titre de DFD, je suis dans les sous-traitants, si on peut dire d'une certaine manière. Donc, j'ai mené une partie de la prestation d'appui spécifique troubles cognitifs en faisant une information au travers d'une visioconférence, parce qu'on était déjà dans la situation actuelle, au mois d'octobre 2020, auprès de M. Bust, de ses équipes et de Thomas. On avait préparé avec Thomas avant, de manière à ce que ça soit productif, parce qu'aucune situation n'est la même que celle d'à côté. Je ne peux pas dire c'est une personne dyspraxique, donc c'est ça, ça et ça et ça dont qu'il faut en termes de compensation technique, organisationnelle et relationnelle. Donc on avait travaillé avec Thomas, on a fait une sensibilisation.
auprès des équipes de M. Bust. Et puis, voilà. Alors, ce qui s'est passé, c'est que la prestation d'appui spécifique trouble cognitif, du coup, s'est conclue ainsi. Et on a pensé que ça roulait. Et quand j'ai repris contact un an après, c'est ce que vous avez évoqué rapidement, ça ne s'était pas tout à fait déroulé comme prévu. Et en fait, c'est vrai qu'il n'y avait plus de contact entre Philippe Bust, Thomas, moi, l'autre personne de la prestation d'appui spécifique trouble cognitif et Cap Emploi. Donc il y a eu un vide. Vous avez employé le terme quand on a préparé, il y a eu un vide. Et donc en fait, l'entreprise, personne n'y a pensé, si vous voulez. Moi, je pensais que l'affaire roulait. Donc personne ne m'a recontacté. Et donc l'entreprise s'est retrouvée seule avec Thomas. Voilà. Donc je les ai recontactés au mois de novembre de l'année dernière, alors demandant comment ça se passe, parce que j'avais déjà envisagé un peu le colloque d'ici. Et c'est là que Philippe Bust m'a dit, et votre épouse également, on a un peu des difficultés. Voilà. Donc du coup, on a repris le travail. Donc si vous voulez, ça n'est jamais acquis. Et puis ça nécessite un accompagnement, de mon point de vue, un suivi périodique et parfois intense, et régulier et intense d'un jeune un suivi, un accompagnement donc intense. Voilà. Donc c'est ce que je voulais notamment mettre en évidence. C'est une très belle prestation. Maintenant, effectivement, on a un petit peu raté l'aspect suivi. Mais bon, on se rattrape. Et puis c'est vrai que M. Bust est facilitant, Thomas est volontaire, donc on a réussi à rattraper le coup. Mais c'est vrai que c'était important. Ça permet de mettre en évidence aussi des fois un peu les failles. En l'occurrence, on s'est un peu raté. Voilà. Donc, mais apparemment l'affaire semble bien se passer. Madame Alette, vous vouliez rajouter quelque chose parce que finalement. Oui. Moi, je voudrais, parce que je crois que tout le monde a compris que ce qui est important dans ce qui a été raconté, c'est qu'un jour Thomas a pris sa mobilette. Et c'est pas rien qu'il ait pris sa mobilette. S'il a pris sa mobilette ce jour-là pour aller chercher du travail, c'est qu'il avait une belle estime de lui-même et c'est qu'il avait le courage, la volonté d'y aller. Et c'est cette partie-là dont je voudrais témoigner, moi, en tant que parent. C'est que pour ces enfants-là, il y a beaucoup d'obstacles. Thomas a parlé élégamment de la façon dont les choses s'étaient passées dans le lycée professionnel dans lequel il était. Il y faisait une scolarité qui était tout à fait normale. Ses professeurs étaient contents de lui. Et puis, il est parti en stage. Et pendant ce stage... les choses confrontées au milieu professionnel, il n'a pas été en capacité de répondre à ce qui était attendu de lui. Et le directeur de l'entreprise, connaissant bien le proviseur du lycée, lui en a parlé. Et ça s'est traduit dès le lendemain ou le surlendemain. À l'occasion d'un vin d'honneur, Thomas a été pris à part par le proviseur et il lui a dit donc qu'il ne le garderait pas au lycée. Pour ma part, j'ai été informée par téléphone. Et quand Thomas est rentré le soir à la maison, je lui ai dit « Mais enfin, qu'est-ce qu'il t'a dit ?» Il m'a dit « T'es pas capable, dégage ». Je suis bien convaincue que ce proviseur n'a pas utilisé ces mots-là, mais ce qui est important, c'est que quand Thomas est rentré à la maison, ce sont ces mots-là qu'il a utilisés. Et il faut, en tant que parent, avoir beaucoup d'énergie à donner pour aider les enfants à remonter ces pentes-là. Et ce que je voudrais dire, c'est que pour que les enfants conservent une belle image d'eux-mêmes, qui leur permettent de se projeter dans un avenir professionnel, il faut aussi préparer les moments de stage. Parce que Thomas a eu, dans son caractère, c'est un jeune qui est très positif, mais tous ne le sont pas. Et je ne suis pas sûre que d'autres que Thomas se seraient relevés de ce premier échec professionnel. Nous, on l'a beaucoup encadré, on l'a beaucoup entouré, on l'a encouragé à poursuivre et on a toujours, avec mon mari, ça a toujours été notre préoccupation qu'il grandisse avec une belle image de lui-même malgré son handicap.
Et je crois que c'est, moi, enfin, c'est ça dont je voudrais témoigner aujourd'hui, c'est que c'est pour moi la priorité, c'est que tous ceux qui interfèrent avec ces enfants leur permettent de grandir et de se projeter dans une vie dans laquelle ils pourront s'épanouir. Voilà, c'était pour moi le mot le plus important. Et du coup, je pense que moi, j'ai été vraiment... Bien entendu, très reconnaissante à l'entreprise L'Or Agri de la façon dont ils ont accueilli Thomas. Il faut savoir que l'épouse, pour vous donner juste un petit signe, mais c'est quand même très significatif, l'épouse de Monsieur Bust, qui travaille aussi dans l'entreprise, le premier jour où Thomas a travaillé, je lui ai dit « Qu'est-ce que tu as fait cet après-midi ?» Et il m'a dit « Eh bien, Madame Kathleen donc, m'a lu mon contrat de travail. » C'est pas grand-chose, mais du coup, il était autonome et content. Il savait ce qui était écrit dans son contrat de travail. Il n'aurait pas été capable d'y accéder par lui-même, pas de manière autonome. Et donc voilà, c'est une entreprise où cet effort a été fait. Et voilà, je crois que ça fait partie des petites choses qui comptent. Et c'est pas sa maman qui lui a lu son contrat de travail quand il est rentré à la maison. Non, c'était son travail. Il était autonome. Et ce sont des choses qui comptent. Et donc, l'accompagnement par Cap Emploi aussi, ça a été très important parce qu'ils ont pu accompagner l'entreprise, même si après les choses, le suivi aurait dû se faire. Nous, en tant que parents, on ne s'était pas manifesté non plus. On l'a fait très récemment. Ça aussi, c'est peut-être une interrogation. Voilà, c'est difficile à la fois de vouloir l'autonomie pour son enfant et en même temps être suffisamment présent pour donner du relais à l'entreprise et dire voilà, on est là. Si vous avez besoin de débriefer des choses, on peut vous aider. On peut être à côté de vous. Et en fait, cet accompagnement au moment de l'insertion professionnelle, il n'existe pas bien sûr quand les jeunes partent en stage. Et pourtant, l'enjeu pour que ces jeunes aient le courage de se projeter ensuite dans une vie professionnelle, c'est qu'ils ne soient pas en échec complètement dans leur période de stage. Et donc, il faudrait là que les établissements scolaires vraiment préparent les entreprises à accueillir ces enfants avec un profil différent. Voilà, c'était ces points-là dont je voulais témoigner aujourd'hui. Merci. Merci Madame Alette. Alors vous avez abordé un point sur lequel je voulais revenir, c'est le rôle des parents. Alors c'est vrai que par rapport à l'entreprise, c'est pas évident. Le dialogue entre les parents d'un salarié et l'entreprise, c'est pas évident. On a dans la salle un président du MEDEF. J'aurai l'occasion d'en rediscuter avec lui. J'y ai pas pensé jusqu'à maintenant. Donc, c'est vrai qu'on y reviendra également avec l'emploi accompagné, hein, le dispositif emploi accompagné qu'on verra tout à l'heure, ce dialogue entre l'entreprise et les parents. Alors, peut-être qu'il peut se faire plus tôt entre l'accompagnateur sert de médiateur ou de traducteur entre les parents et l'entreprise. Là, en l'occurrence, le dialogue a été direct puisque, comme l'a dit M. Bust, vous avez été amené à le rencontrer et vous avez discuté de Thomas. Vous êtes rencontrés tous les trois il n'y a pas très longtemps. C'est assez inhabituel, mais je pense qu'il y a un minima à prendre en compte l'expertise des parents, l'expérience des parents. Alors que ça soit directement avec l'entreprise quand c'est possible, comme ça a été le cas quand M. Bust a accepté de le faire, ou par l'intermédiaire d'un accompagnateur qui fait un peu l'interface entre les parents et l'entreprise, c'est envisageable, mais je pense que ce dialogue est très important. Je voulais d'ailleurs citer au passage, même si c'est un autre type de trouble, il y a un film, j'y pense, je m'étais promis d'y penser, j'y pense, il y a un film magnifique qui s'appelle « Hymne à l'inclusion », qui concerne 4 jeunes autistes Asperger, qui va être en libre sur YouTube dans quelques jours ou quelques semaines, et qui raconte le parcours de ces 4 jeunes, donc à Caen, à Grenoble, à Strasbourg et à Toulouse. Il y en a un qui est toulousain, c'est pour ça que je l'ai vu à Toulouse, et qui montre justement l'importance de la prise en compte de l'expertise et de l'expérience des parents. Alors peut-être pas toujours au travers d'un dialogue direct avec l'entreprise, ça peut être avec l'accompagnateur, celui qui accompagne. Et pour moi, le mot accompagnement est très important. Ça peut être par l'intermédiaire d'eux, mais pour moi, c'est extrêmement important. Je ne sais pas si allez-y, si vous voulez intervenir, M. Bust également sur là-dessus.
À plusieurs reprises, on a hésité en tant que parents. On doute tout le temps. La fameuse histoire de mobilette, elle commence un jour où il laissait la mobilette de sa sœur et on lui dit bon, parce qu'on habite en milieu rural, donc c'était important pour la suite, voilà, qu'il puisse se déplacer. Et il part en mobilette et il revient. Il avait conduit du même côté à l'aller et au retour. Donc là, on s'est dit non, la mobilette, ça va pas être possible. Et puis, son père a pris du scotch vert. Il lui a mis du scotch vert du côté de l'herbe et il lui a dit chaque fois que tu roules, le vert c'est à côté de l'herbe. Et Thomas a continué à rouler avec sa mobilette. Et oui, et ça, si vous voulez, c'est l'expérience des parents. Voilà, ce sont des petites choses et c'est vrai que ça nous fait peur. Et c'est vrai que voilà, je peux pas dire que j'étais toujours bien rassurée quand il partait avec sa mobilette, ni maintenant encore quand il part avec sa voiture. Mais c'est des risques. On essaie de faire d'écouter notre instinct. Et pour ce qui concerne Monsieur Bust, j'avais regardé une visioconférence qui avait été faite par Monsieur Demange où il disait quand même l'importance des parents. Et à la fin, je me suis dit, il faut que tu te manifestes. J'ai fait un mail à l'entreprise et l'entreprise y a été très sensible et on a pu se rencontrer. Voilà, c'est mon expérience. Et c'est vrai que Allez-y. Et c'est vrai que le scotch vert, dans ma visioconférence avec l'entreprise, je n'avais pas pensé à ça. Donc de l'importance du rôle des parents. Moi, je suis moi-même parent d'un grand adulte dyspraxique. Et je sais l'importance. Je voulais juste revenir sur quelques points d'habitude sur les questions qu'on appelle de compensation du retentissement du handicap. Généralement, là, il y a une typologie, il y a une classification, c'est les compensations techniques, organisationnelles et humaines. Alors en termes de compensation technique, Thomas, vous n'en avez pas particulièrement. Là-bas, vous n'avez pas d'outillage adapté. Il n'y a pas d'outillage adapté. Au plan organisationnel, qui est souvent très important pour les travailleurs dyspraxiques, alors même qu'on y pense moins, on pense souvent aux compensations techniques parce que c'est matériel ou technologique ou numérique. Et en plus, c'est financé par la GFIP. On pense souvent aux compensations matérielles, techniques. On pense moins aux compensations organisationnelles, alors même qu'elles sont aussi importantes pour les travailleurs dyspraxiques. Alors, Thomas est peut-être un contre-exemple, quoique il n'a pas de compensation organisationnelle très affichée. C'est-à-dire, la compensation organisationnelle, ça peut être le fait d'avoir une réduction du temps de travail, des temps de pause à certains moments, des permutations d'activités, c'est-à-dire qu'une personne dyspraxique peut avoir un travailleur dyspraxique peut avoir des difficultés dans certaines tâches et plus de facilité dans l'autre, donc il peut y avoir sur un poste des permutations d'activités au sein d'une équipe. Si vous voulez, il y a plein de possibilités de compensation organisationnelle. Bon, Thomas, vous ne bénéficiez pas à ce stade de compensation organisationnelle. Vous travaillez à temps plein, alors que même beaucoup, mon expérience d'accompagnement de travailleurs dyspraxiques, c'est que beaucoup ne peuvent pas travailler à temps plein. On le verra avec le trio suivant. C'est compliqué et souvent les travailleurs dyspraxiques, quand ils travaillent à temps plein, prennent sur eux, si je puis dire, je ne sais pas quelle autre expression utiliser, et puis ça tient, puis jusqu'à un jour où ça peut ne plus tenir. Donc vous m'avez dit, je suis robuste, je gère. Bon. C'est ça, je suis l'exception qui confirme la règle. Bon, en même temps, vous dormez quand même le week-end. Il faut dire qu'il peut être très, très, très fatigué. C'est sûr que la fatigue est quand même quelque chose d'important. Je prends un exemple tout simple. Quand je conduis, par exemple, 1 heure ou 2 heures, je suis lessivé après ma conduite. Pourtant, je suis en boîte automatique, il n'y a pas des vitesses à passer. Mais le fait de rester, je dois mettre plus de concentration que la plupart des gens. Donc du coup, je suis très vite fatigué. Voilà, donc Thomas, à ce stade, n'a pas de compensation dite organisationnelle. J'espère que vous pourrez tenir comme ça. J'ai des exemples où les personnes tiennent un certain temps, puis au bout d'un moment, elles s'épuisent. Donc j'ai attiré votre attention là-dessus.
dans le cadre de la PAS-TCO, parce que le sujet c'était quand même aussi la PAS-TCO, l'accompagnement au travers d'une prestation d'appui spécifique trouble cognitif. Et le dernier point, je dirais, c'est l'accompagnement humain, la compensation humaine. Alors là, on avait pas mal travaillé là-dessus. Vous avez des collègues avec lesquels il y a une relation un petit peu particulière. Notamment, je me souviens quand on avait préparé, vous m'aviez dit « je suis perdu dans l'espace, je suis perdu dans le temps, j'ai tendance à réagir très rapidement de manière un peu impulsive ». Et vous aviez monté des stratégies par rapport à ces questions-là avec vos collègues. Donc un accompagnement humain de la part de vos collègues. Si vous vous en souvenez un petit peu, ou sinon moi j'ai relu mes notes. Donc, Alors attendez. Vous me disiez que quand vous étiez perdu dans l'espace, vous preniez des repères visuels. Il y a des repères visuels, je prends des repères visuels. Il y a aussi sur les consignes, elles sont souvent répétées. Donc quand je ne comprends pas ou que je n'ai pas bien compris la consigne, ils prennent le temps de me la réexpliquer. Même sur certains collègues, ils me font des exemples. Donc j'ai une taille de haie où j'avais un peu de mal. Mon collègue m'a montré comment fallait faire. J'ai pris, moi j'ai mes clés, donc j'ai pris mon petit temps de respiration que tout le monde devrait prendre parce que c'est très efficace. Ouais. Et donc j'ai pris mon temps de respiration et le fait qu'il m'ait montré comment il fallait le faire, je m'en suis mieux sorti et ça allait un peu plus vite. Donc voilà, il y a des choses qui ont été mises en place et... Oui, et donc parfois, il vous montre même plusieurs fois, parce qu'effectivement, une première fois ne suffit pas toujours. Donc vous faites, ils vous font un feedback et vous recommencez. Voilà, donc ça prend un petit peu de temps, mais c'est nécessaire pour un travailleur dyspraxique. Donc c'est en ce sens-là, vous avez une compensation humaine, une relation particulière avec vos collègues du fait des difficultés, du retentissement de votre handicap. Voilà, donc il y avait aussi le temps, effectivement, qui vous envoie par exemple un SMS pour vous rappeler un horaire, par exemple. Oui, voilà, ça aussi. Voilà, donc il y avait des compensations de ce type-là qui sont plus liées, il y a un aspect peut-être un peu organisationnel, on pourrait dire, mais un aspect humain développé avec l'entreprise. Donc c'est surtout ça dont sur lequel on avait travaillé, donc dans la spécificité du retentissement de ce handicap pour vous. Parce qu'encore une fois, une autre personne dyspraxique, ça serait différent. Donc c'est ça sur lequel on avait travaillé. Donc le permis de conduire, vous l'avez abordé implicitement. Vous en êtes où là d'ailleurs ? Alors j'ai ma voiture, j'ai mon permis. J'ai eu beaucoup de mal, j'ai eu 4 ans avant de l'avoir. Non, je rigole, j'exagère, 4 fois avant d'avoir mon permis. Mais donc maintenant je l'ai, j'ai la voiture et je roule suffisamment avec. Donc ça va. Monsieur Bost, pour conclure, vous voulez rajouter quelque chose ? Ben non, maintenant il vient en voiture, plus en mobilette. Ah oui, tiens, ça je l'ignorais d'ailleurs. C'est un peu dommage peut-être, mais non. Et il roule à gauche ? Disons qu'il arrive toujours avant moi. Pensez ce que vous voulez, mais ils sont toujours avant moi au bureau et je voudrais rebondir sur la fatigue qu'il peut avoir. C'est quelque chose que je n'avais pas du tout appréhendé dans l'entreprise. On est sujet, nous, dans notre boulot, à la météo. C'est la météo qui nous dicte un peu notre métier. Et donc, on est sur des temps de travail annualisés, donc avec des amplitudes qui peuvent aller de 0 à 48 heures par semaine au max, sans jamais dépasser 2 jours, en ayant toujours 2 jours de repos par semaine. Et en parlant, il n'y a pas très longtemps, M. Demange, où on parlait justement de la fatigue, c'est quelque chose que je n'avais pas du tout appréhendé. Et en regardant un petit peu les fiches de tout le monde, Thomas est le deuxième dans l'entreprise à avoir fait des heures sup. Donc s'il est fatigué, alors que j'apprends en même temps qu'il se fatigue beaucoup plus vite que les autres, il est dur au mal, je vous le dis. Donc on va aménager son temps de travail un peu, si on peut le faire. Et donc c'est beaucoup de peine pour lui, enfin peine, fatigue, y compris mentale, puisqu'on a un métier très particulier, on n'est pas nombreux à faire ce qu'on fait. On travaille sur des sites mortels, dangereux. Donc on est une entreprise qui a une qualification, un agrément MAS, pour ceux qui connaissent peut-être. Donc l'objectif, c'est sécurité au travail, environnement. Donc ça veut dire 0 accident. Donc 0 accident, ça nécessite d'encadrer tout le monde. Et de toute façon, ce n'est pas forcément un effort pour nous de lire un contrat de travail, puisque ça fait partie du boulot que l'on doit faire à l'embauche d'un collaborateur, parce qu'on ne sait pas s'il sait lire déjà.
Et on n'a pas à demander ça. Donc on le fait à tout le monde. Thomas n'a pas bénéficié d'un accompagnement particulier. Il a subi ce que font les autres et on lui réserve le même sort que tous les autres. Voilà, il est un peu plus encadré, tout le monde est sensibilisé à la première année où on a eu difficulté à comprendre comment il fonctionnait. J'y mets pas mal de temps maintenant et l'objectif c'est de finir l'année positivement et de continuer encore longtemps. Voilà.